toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur. Au programme aujourd'hui, rapper pour mieux retenir ses cours d'histoire ou ses cours de français. Ce sont des figures de style qui aident les followers de Marion Barlogy, une prof à suivre évidemment. C'est forcément un journaliste à suivre, c'est Guillaume Gralet. Pourquoi ? Parce qu'il a une idée derrière la tech. Et Guillaume, aujourd'hui, il fallait s'y attendre. Les nouvelles intelligences artificielles créatives d'OpenAI ou de DALL-E commencent à agacer les artistes et surtout leurs ayants droit. C'est étonnant. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les machines puisent un peu partout les images dont elles ont besoin pour se mettre à inventer quelque chose. Et parfois, elles ne font pas tellement attention à signaler les œuvres, les artistes qui ont composé les œuvres originales. Et on en parle avec toi en deuxième partie de cette émission. Notre question du jour, quand les enseignantes développent leur propre pédagogie, que ce soit pour donner toute leur autonomie à leurs élèves ou accompagner les candidats et candidates au concours de professeurs des écoles, nos invités ont su s'inspirer de la pratique pour mettre leur nouvelle pédagogie en action. Et vous allez le voir, ça marche. Pour en parler avec nous aujourd'hui, une des 10 meilleures profs du monde, la meilleure prof du monde française. C'est pas moi qui le dis, c'est le Global Teacher Prize 2021. Juline Anquetin-Rault, professeure et pédagogue, vous avez développé la classe autonome. Bonjour à vous. Bonjour. Et en duplex avec nous depuis Montpellier, Nejma Omari, fondatrice de la plateforme Brio Concours, pour aider à mieux former les professeurs des écoles justement. Bonjour Nejma. Bonjour Marjorie, merci pour votre invitation. Mais d'abord, focus. Et si on apprenait la temporalité et les figures de style avec du rap ? C'est une démonstration qu'on va faire tout de suite avec Marion Barlogy, prof de français, d'histoire et géographie. Elle a lancé sa chaîne YouTube en plein confinement. Xavier Terrade prend le micro pour notre portrait influenceur du jour. Béné, il dit « c'est maintenant qu'il me faut des thunes, dis-moi à quoi ça sert de faire des études ». Il est donc au présent. Il est au présent et en plus il le marque par l'immédiateté de son besoin, c'est maintenant que. Et là, Kerry James, il lui répond au futur de l'indicatif. S'il répond au futur, c'est intéressant à analyser parce que ça marque vraiment une certitude de sa part. Apprendre la temporalité des verbes grâce au rap et notamment au morceau de Kerry James, c'est ce que propose Marion Barlogy sur sa page YouTube depuis le premier confinement début 2020. La professeure de français tient à réhabiliter le rap, parfois injustement décrié. C'est aussi l'occasion, petite parenthèse, de répondre à l'absurdité qu'on entend parfois, comme quoi le rap serait une sous-culture d'analphabètes. Donc voilà, ignorance ou mauvaise foi, je ne sais pas. Mais force est de constater qu'il y a tout sauf de l'analphabétisme dans les phrases qui arrivent. Pour elle, le rap peut aussi permettre d'étudier les figures de style, comme le chiasme. Parce qu'on vient de la banlieue, c'est vrai qu'on a grandi, non les yeux dans les bleus, mais des bleus dans les yeux. Alors là, vous repérez la symétrie dans la construction, la croix, si on écrit cette phrase. Il y a yeux qui se répète et se répond, et pareil avec bleu. Dans une vidéo plus récente, en septembre 2022, Marion Barlogy se permettait toutefois de tacler Weshden et sa phrase sans verbe « tu hors de ma vue ». En fait, si tout le monde lui tombe dessus et se moque d'elle, c'est parce que malheureusement, elle a oublié le verbe. Il n'y a pas de verbe dans sa phrase alors qu'il en faut un. De façon plus classique, la professeure de français et d'histoire-géographie propose aussi à ses abonnés YouTube, avec son regard pluridisciplinaire, d'analyser la mise en scène des discours politiques, toujours en trouvant le bon ton. Retour sur le plateau de l'École du futur, Juline. Je vois que Marion Barlogy vous inspire et justement on était en train de se le dire pendant le portrait de cette influenceuse histéo et français. Oui, le rap, ça permet évidemment de pouvoir aborder les figures de style, certaines aussi leçons de français différemment et tant mieux. Mais bien sûr, moi j'hésite pas à faire travailler mes élèves en soutien scolaire sur des textes d'MC Solar ou sur des textes de Grand Corps Malade qui sont juste magnifiques et ça décoince, ça donne l'envie d'aller apprendre la méthode du commentaire qu'on va ensuite appliquer à Baudelaire, à Rimbaud ou à Ronsard. Mais c'est une merveilleuse idée et en plus on sait que la mélodie c'est très très bon pour la mémoire, donc ça active des choses dans le cerveau, donc c'est
c'est magnifique ce qu'elle fait. Ouais, ça nous permet d'ailleurs de faire un coucou amical à StudyTrax, une application dont on vous a déjà beaucoup parlé ici dans l'école du futur, qui vous permet de réviser en chantant, et notamment l'affaire Dreyfus avec Joe Star, comme quoi le rap peut mener réellement à tout. Justement, le rap qui mène à tout, mais surtout la pédagogie qui permet justement à des élèves apprenants et apprenantes justement d'aller jusqu'au bout du concours de professeurs des écoles ou jusqu'au bout de leur CFA et de leur CAP. On en parle tout de suite avec nos nouvelles pédagogues. Et ces nouvelles pédagogues qu'on tenait à mettre à l'honneur aujourd'hui dans l'école du futur, c'est vous, Juline Anquetin-Rault et Nejma Omari. Juline, vous avez développé cette pédagogie de la classe autonome. On va y revenir. Nejma, vous avez fondé il y a 1 an la plateforme Brille au concours pour aider à former les professeurs des écoles. On revient d'abord sur vous, Juline, parce que évidemment, votre visage n'est pas tout à fait inconnu des téléspectateurs et des followers de School TV. Il y a 1 an, quasiment jour pour jour, vous étiez primé par le concours Global Teacher Prize. C'est un concours qui, ni plus ni moins, est considéré par l'écosystème de l'éducation comme l'équivalent d'un prix Nobel, justement, de l'éducation. Vous êtes entré dans le top 10 des meilleurs profs au monde. Première française, d'ailleurs, à pouvoir y rentrer. Je crois que c'est un succès qui est né d'un échec avant tout. Ah oui. Oui, c'est né d'un échec parce que moi, j'ai pas eu les concours de l'éducation nationale. Je suis pas rentrée dans l'éducation nationale. Je l'ai raté vraiment à quelques points. Et je savais que je voulais être professeure, coûte que coûte. Donc, j'ai trouvé une autre voie. Mais il y a beaucoup de parcours, comme moi, en France, dans des établissements comme les Greta, les MFR, les CFA. On est beaucoup à avoir des parcours atypiques comme ça. Mais oui, c'est né d'un échec. Et c'est écrit dans ma salle de classe. L'échec est le meilleur des maîtres. Ce ne serait pas une phrase de Maître Yoda? C'est Maître Yoda, tout à fait. Ah, mais merci. C'est Maître Yoda, tout à fait. Pour être c'est un grand maître, c'est un grand professeur, donc... Absolument, donc justement... c'est important. Et comment justement réussir à utiliser toute cette pédagogie, toute cette pop culture aussi qui permet forcément à vos apprenants et à vos apprenantes de mieux apprendre. Rater le CAPES, finalement, c'est peut-être la clé du succès, justement. C'est ce qui vous a poussé à développer une pédagogie différente. Je crois qu'une des premières actions que vous avez menées, justement, en tant que prof autodidacte et fier de l'être, c'est de monter une structure de soutien scolaire à 24 ans. Tout à fait. J'ai monté ma première agence de soutien scolaire à 24 ans parce que quand j'ai raté mon concours, j'ai été engagée dans un collège pour être professeur de soutien scolaire. J'étais assistant pédagogique et quelque chose s'est révélé en moi. Je me suis dit, mais en fait, j'aime faire ça. J'ai encore beaucoup de choses qui me restent, beaucoup de matière. Et allons-y, lançons-nous, faisons ça. Donc j'ai créé cette agence maintenant il y a presque 14 ans et j'y travaille encore aujourd'hui et j'adore aider les élèves dans différentes matières. C'est ce que j'aime aussi, c'est que le matin je fais de l'histoire-géographie avec mes classes et l'après-midi je peux faire de la philosophie, du français, des mathématiques, des SES, de la SES, des langues. C'est beaucoup de la méthodologie et de la mémorisation. Et c'est le message que j'essaye de porter aujourd'hui, c'est de dire que dans l'enseignement, il faut absolument remettre la méthode au centre, la pédagogie au centre. Parce que quand on change de méthode, parfois, il ne suffit de pas grand-chose pour tout changer, pour débloquer un élève et pour aussi aider des professeurs qui sont dans parfois un mal-être. Une pédagogie qui donc va pouvoir s'appliquer directement aux élèves, mais qui avant tout s'adresse aux profs eux-mêmes. Comment réussir à retrouver des clés pour mieux accompagner celles et ceux qu'on accompagne sur le chemin de la citoyenneté, tout simplement. Nejma, forcément, ça vous parle. Vous aussi, vous êtes encore prof aujourd'hui. Vous avez donc lancé cette plateforme Brille au concours il y a à peine 1 an pour pouvoir aider celles et ceux qui se préparent au concours de professeurs des écoles. Ce sont souvent des mentorants et des mentorantes. Des mentorants et des mentorantes, pardon, pas du tout. Que dis-je ce sont souvent des masterants. Vous dites beaucoup mieux que moi. Redites-le pour voir. Des masterants et des masterantes. Oui, ce sont des étudiants qui sont en master, master enseignement, mais pas seulement. On a aussi beaucoup de profils de reconversion professionnelle avec des femmes qui ont parfois eu une autre vie avant, avec donc une autre carrière, ou de la gestion d'un foyer qui les a empêchés de se consacrer à leur carrière d'enseignant.
et qui le font maintenant. Donc voilà, c'est un public assez diversifié. Et justement, une des envies, ou plutôt des carences que vous avez identifiées dans la façon dont sont formés ces candidats au concours de professeurs des écoles, c'est justement le fait de se dire qu'il faut remettre de la méthodologie, là aussi, pour les aider à mieux porter les enseignements qu'ils seront ensuite censés divulguer à leurs élèves, tout simplement en classe. La méthode, c'est la clé pour pouvoir justement ensuite prendre plus de liberté peut-être et plus d'autonomie. Oui, absolument. Je partage tout à fait l'opinion de Juline, que je voulais d'ailleurs vraiment féliciter à la fois pour son projet et pour la connaissance qu'elle a obtenue, tout en étant autodidacte en plus. Donc c'est très inspirant et quelque peu un peu réconfortant pour l'avenir des futures générations de voir des initiatives comme ça, voilà, innovantes se développer. Donc je pense aussi effectivement que la méthode est centrale. Voilà, c'est aussi sur cette méthodologie que nous, on va axer l'intégralité de notre formation. Donc, à la fois pour permettre aux candidats d'avoir des outils qu'ils pourront ensuite mettre en place et répliquer et aussi, en fait, fournir ensuite aux jeunes générations. Mais aussi, l'accent est mis particulièrement sur l'accompagnement émotionnel des candidats, en plus de cette méthode, parce que les outils, c'est très bien, mais voilà, il faut aussi, je pense, pouvoir donner... je ne sais pas si vous m'entendez toujours, je n'ai plus... On vous entend particulièrement bien. Ah, très bien. Voilà, ça y est, je vous entends. Voilà, je vous disais effectivement que je pense également que la méthode est très importante, en plus voilà, de cet accompagnement émotionnel soutenu qu'on essaie d'offrir aux futurs professeurs des écoles. Et justement, on revient à cette question de ce point de méthode, si j'ose dire, Juline. Je vous voyais d'ailleurs vraiment apprécier de façon très sincère les mots de Nejma. Cette méthode, c'est ce qui va permettre finalement de pouvoir bâtir ensuite une nouvelle pédagogie et le fait de se dire qu'on peut prendre du champ un peu plus d'air et de perspective une fois que les bases, encore une fois, méthodologiques sont calées. Oui, complètement. Mais moi, je me suis beaucoup inspirée des travaux de Céline Alvarez, qui le disait. En fait, si on apprend à apprendre à nos enfants, si on les met dans de bonnes conditions dès tout petits, ensuite, les apprentissages du calcul, de la lecture, de l'histoire, de la géographie, des sciences, ça va rouler tout seul, en fait. Et c'est vrai que de redonner du plaisir, de redonner l'envie, la motivation d'apprendre, surtout moi, j'ai des élèves qui sont en CAP, donc qui ont un passif qui peut être compliqué avec l'école, de redonner ce plaisir d'apprendre, et bien ensuite ça se débloque dans beaucoup d'autres matières. C'est pas juste l'histoire-géographie, hein, c'est aussi le travail sur la confiance et ce que disait Nejma sur le mental, c'est les neurosciences sociales et affectives, hein, c'est complètement ça. Justement, préparer à la fois ces élèves à pouvoir accueillir aussi tout simplement les savoirs que vont leur transmettre leurs professeurs. Alors si on se repenche sur le principe même de cette classe autonome, celle que vous avez pu porter auprès de vos élèves du CFA Simone Veil de Rouen, c'est l'idée d'adapter, si j'ai bien compris, la méthode et la pédagogie Montessori et Freinet aux adolescents et adolescentes. Oui, c'est fortement inspiré de Montessori et Freinet, mais c'est librement inspiré. Il y a des choses vraiment que j'ai rajoutées, que j'ai mélangées, que j'ai pris aussi chez Madame de Genlis, chez De Crowley et dans mon inspiration, il y a aussi mon expérience du terrain, ce que je voyais concrètement de mes élèves depuis 15 ans. Donc effectivement, on a gardé quand même une phase de cours ex cathedra, c'est pas vraiment un cours magistral, mais on a gardé cette phase-là qui est 25% du temps. On a 15% du temps qui est vraiment de la vérification, du quiz, de l'évaluation qui permet l'ancrage. Et puis, ce qui est important dans la classe autonome, c'est vraiment 50% du temps dans la classe est consacré aux ateliers. Et là, le professeur se met en retrait et le matériel devient l'enseignant. Donc, le professeur crée le matériel en amont, il crée tous les ateliers avec ce qu'il veut dedans. Il peut y mettre autant d'exigences qu'il le souhaite. Du matériel de manipulation, des exercices sur vidéo, des études de documents, de la réalité virtuelle si on a la possibilité de le faire, etc. Et l'élève apprend en faisant. Ouais. Et à son rythme, et avec qui il veut. S'il veut travailler seul, il peut. Mes élèves qui travaillent souvent en groupe peuvent aussi le faire en groupe. Et le fait de leur donner cette liberté de temps, de gérer leur temps, de leur donner cette autonomie, ça change tout. Alors que concrètement, les exercices qui sont dans la classe autonome sont tout à fait lambda. Hein. C'est exactement ce que ferait un professeur. Oui, parce qu'on reste calé sur le programme scolaire, mais on adapte les outils. On est sur le programme, sur les référentiels, sur ce qu'on doit leur amener en termes de compétences et connaissances à l'examen. Mais on change juste la posture de l'enseignant et la façon de le faire.
et ça change réellement tout. Moi, j'ai des retours incroyables de professeurs qui sont en train de le tester en France. Avec des outils qui peuvent être tout à fait low-tech, des cartes même que vous plastifiez vous-même. Je vous ai vu les plastifier dans plusieurs reportages, donc c'est vraiment du vécu, ou de la réalité virtuelle, ou là aussi des quiz sur smartphone. Donc on va mélanger aussi les technologies pour s'adapter aussi au monde des ados et mieux les aider à pouvoir justement retenir ces savoirs. Guillaume. Oui, en fait, si j'ai bien compris, hein, j'apprends aujourd'hui, c'est vous le professeur, mais c'est important que l'élève soit actif, c'est ça. Mais donc, jusqu'à quelle mesure c'est important également qu'il travaille en équipe? Vous avez parlé d'ateliers à plusieurs. Comment vous pouvez un petit peu susciter ça et à quel point c'est important pour vous? Pour moi, c'est important de leur laisser la liberté surtout. C'est-à-dire que j'ai des élèves qui travaillent seuls et qui vont travailler seuls toute l'année. Et je ne les force surtout pas à travailler en équipe. C'est leur façon d'être, c'est leur motivation profonde. Donc ça, c'est important aussi dans la formation de l'enseignant d'apprendre la psychologie. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'élèves qui travaillent en groupe, mais parce que l'adolescence, c'est l'âge social, ce que Montessori appelait l'âge social. Et donc, ils ont besoin d'être entre pairs. Et ils s'expliquent parfois beaucoup mieux entre eux que quand c'est moi qui leur explique. Et ça, il faut juste l'accepter, c'est pas grave. L'important, c'est le résultat, c'est qu'ils sortent du cours avec des réelles connaissances, des réelles compétences. Et si en plus, ils sortent avec le sourire et la joie de vivre, on a tout gagné. Et puis, vous êtes toujours là en soutien, si besoin est, pour réexpliquer une notion, pour les aider à peut-être se tourner vers une source différente que celle qu'ils ont prise en main pour pouvoir, là aussi, tout savoir sur la notion qu'ils avaient besoin de retenir. C'est vrai que ce que disait Guillaume est extrêmement important parce que dans la façon dont vous permettez à ces élèves d'autonomiser leur parcours pédagogique, il y a aussi l'idée de se dire que ils prennent aussi conscience qu'ils sont en train de vivre en société au fur et à mesure. Et donc, de recomposer un jeu social au sein de la classe. Non, complètement. Et dans la classe autonome, le formateur, il est vraiment important. C'est pas parce qu'il est en retrait qu'il n'existe plus. Il donne le cadre, il peut aller aider les élèves qui sont le plus en difficulté. Et c'est parce que les autres travaillent en autonomie que le professeur a cette possibilité, cette liberté d'aller aider les élèves les plus en difficulté. Et puis, ça apprend aussi également la responsabilité, l'entraide. Les élèves se corrigent, s'auto-corrigent. Mais la classe autonome, c'est aussi un vrai cadre où on apprend. Tous les jours, il y a un responsable du temps, un responsable du matériel, un responsable des chaises, un responsable de la propreté. Ça change tous les jours. Et pour les adolescents, c'est important de sentir cette responsabilité, qu'on leur fait confiance. Et ça appelle la confiance. Eux, ils me font confiance parce que je leur fais confiance. Le regard qu'on porte sur eux change, en fait. Bien sûr, complètement. Complètement. Et le fait de les laisser en autonomie, de les laisser s'auto-corriger, c'est pareil, on leur fait complètement confiance et ils comprennent qu'ils n'ont aucun intérêt à me dire oui, j'ai eu tout bon sur mes définitions. Oui, mais moi, je vais le voir au contrôle après si ce n'est pas vrai. Donc, ils comprennent assez vite ça. Autonomie et responsabilisation, là aussi, on l'a bien entendu avec vous, Juline. C'est intéressant parce que ce sont aussi des notions que vous mettez à l'honneur, Nejma, dans la plateforme Brille au concours. Alors là, encore une fois, on est sur une autre catégorie d'apprenants et d'apprenantes puisque ce sont ceux et celles qui se destinent au métier de professeur des écoles qui font appel à vous. Mais l'idée d'autonomiser leur parcours d'apprentissage, de formation pour aller jusqu'à ce concours, c'est vraiment une des clés de votre méthode. Absolument. Et je retrouve d'ailleurs beaucoup dans notre fonctionnement de similitude avec ce dont tu es en train de parler, Juline, dans la mesure où la répartition, elle est peu ou prou similaire, à savoir, il y a une partie magistrale également. On fonctionne aussi beaucoup par le quiz, donc des petites évaluations, que ce soit des évaluations diagnostiques pour partir vraiment des représentations de nos apprenants ou somatiques pour vérifier que finalement la partie magistrale a bien été acquise. Et après, là où ça va effectivement diverger un tout petit peu, ça va être sur cette autonomie. Donc elle existe bien sûr dans notre parcours, dans nos parcours de formation, parce qu'on est une formation qui est exclusivement en ligne. Et donc, voilà, il est nécessaire quand même de pouvoir être un petit peu autonome pour suivre ces séances à distance, même si ça reste quand même très guidé. On a aussi beaucoup d'outils que l'on a à disposition, alors de cartes mentales, aussi de petits exercices qui sont corrigés. Mais effectivement, le public, comme il diverge, puisque nous, on s'adresse vraiment à un public adulte. Donc, les masterants, on autour de 22 ans, entre 22 et 25 ans.
Tandis que notre public j'allais dire de femmes en reconversion professionnelle, parce qu'on travaille quasi exclusivement avec des femmes, hein, c'est un milieu qui est extrêmement féminin, est plutôt un public autour de entre 30 et 55 ans. Donc forcément, on n'a pas nécessairement besoin de s'adapter à des codes qui sont des codes adolescents. En fait, on a aussi, nous, la limite qu'on a un concours auquel on doit les préparer. Donc cette autonomie d'inspiration socio-constructiviste, Créné, Montessori, elle a ses limites parce que, on est tout de même dans une démarche un petit peu utilitariste où on essaye beaucoup de mâcher, le travail aux candidats pour leur fournir, beaucoup de choses, hein, pour qu'ils n'aient pas trop de travail par ailleurs, bien que le tâtonnement, l'autocorrection, soit aussi au cœur de notre formation. On a des concours blancs avec des grilles d'auto-évaluation détaillées. Donc les candidats s'autocorrigent. On a organisé aussi des petites rencontres entre candidats, donc des soirées qu'on a appelées Speed Binôme, où vous avez cette opportunité de se rencontrer de partout en France et de travailler ensemble avec des diversités de profils. Donc c'est très riche. Donc on n'est pas toujours dans cette posture de lâcher prise. On est obligé d'être quand même dans le cadrage un petit peu plus soutenu. Mais effectivement, l'interactivité, le côté apprenant au cœur même de leur apprentissage. Et Julie parlait de Céline Alvarez, et ça ne m'étonne pas parce que c'est aussi finalement les enseignants du premier degré qui sont des spécialistes des apprentissages et donc qui permettent aux élèves d'apprendre, qui ont ces spécificités et ces qualités-là. Donc c'est vrai que c'est très riche ces inspirations-là. Donc tout à fait, ça nous parle beaucoup, ce fonctionnement par l'autonomie. Speed Binôme, très rapidement ici sur ce plateau, avant de lancer le zap d'Edouard Denuot. Justement, je vous voyais là aussi plus soyer de la tête, Juline, ce dont témoignait Nejma. Encore une fois, c'est ça aussi l'important, c'est de pouvoir avoir ce retour permanent, ces feedbacks, ces échanges. C'est ce qui vont vous permettre d'enrichir vos deux pédagogies. Ah oui, complètement. Moi, ça m'arrive de créer un atelier, de le voir fonctionner 2, 3, 4, 10 fois et de me dire... il est pas efficace, donc je le modifie, je le change, et de demander à mes élèves en fin d'année ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce qu'on pourrait améliorer, ce qui vous plaît dans la classe autonome, ce qui vous plaît moins. C'est très important, et quand je forme des enseignants, c'est la même chose. Je leur demande comment on peut améliorer la formation pour qu'elle leur soit le plus utile possible. Autonomie, feedback, écoute et responsabilisation. On continue à parler de ces nouvelles pédagogies de la classe autonome à Brie au concours avec nos invités du jour. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. C'est le zap tout de suite d'Edouard Denuot. There you go. It's beeping. So now technically your device is on. Can you tell? You just said you hear it. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But
then crack the thunder. And the De retour sur le plateau de l'École du Futur. Beaucoup de discussions pendant ce Zaptec d'Édouard Degnaud. Vous allez le voir, elles vont être aussi riches dans la deuxième partie de cette émission. Pour parler des nouvelles pédagogies, on reçoit 2 pédagogues hors pair. Juline Anquetin-Roux, professeure et pédagogue pour la classe autonome. Et en duplex avec nous depuis Montpellier, Nejma Omari, fondatrice de la plateforme Brille au concours. On revient avec vous, mesdames, dans un instant sur notre discussion. Mais d'abord, Guillaume Gralet a une idée derrière la tech. Je t'ai complètement volé en plus un titre de chronique avec une idée derrière la tech, donc je rends à Guillaume Gralet, ce qui est à Guillaume Gralet. En tout cas, on pourrait se demander si parfois l'intelligence artificielle ne devrait pas rendre justement aux artistes ce qu'elle est en train peut-être de leur piller. Oui, c'est un petit peu la question qu'on peut se poser lorsqu'on voit la prolifération d'œuvres qui sont partagées sur les réseaux sociaux. On en voit sur Reddit, sur Twitter, et qui viennent de l'imagination, si j'ose dire, de machines, des machines qui sont un peu guidées. On va le voir tout de suite, Marjorie. Il y a notamment une œuvre d'art, on peut l'appeler comme ça, que je trouve très intéressante, qui s'appelle le Théâtre d'Opéra Spatial. C'est à la fois une œuvre futuriste, mais en même temps extrêmement classique. Et elle a été créée par le programme informatique Midjourney. Midjourney qui a été un tout petit peu guidé par le programmeur de jeux vidéo Jason Allen. Il avait glissé plusieurs mots comme conquête spatiale ou encore époque victorienne, et on voit bien que cette machine a créé une œuvre d'art assez surprenante. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres programmes comme DALL-E qui nous vient de OpenAI, où là on peut glisser à la machine des choses extrêmement surprenantes, comme la photo d'un grizzly surdimensionné habillé comme un hipster portant des lunettes de soleil en été et se gelant le cerveau après avoir mangé trop de glace devant une marina. J'ai une image mentale là tout de suite. Je vous invite à aller rechercher cette image. Ou pas. C'est assez sympa. On est vraiment dans l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire qu'elle va analyser les données existantes, hein, partout disponibles sur Internet, et c'est là où on va venir un peu le problème du droit d'auteur, et nous permettre de recréer quelque chose. On est dans la combinaison de l'art et de la science. Ça nous aide à voir le monde avec un angle différent. Alors, avant d'aborder justement les problématiques de droit d'auteur, on va regarder encore une fois les possibilités justement de cette nouvelle création générée par l'intelligence artificielle. On a même la possibilité d'augmenter la taille des œuvres. Ça s'appelle l'outpainting. Ouais, c'est assez surprenant. C'est-à-dire que là, le programme DALL-E c'est inspiré de l'univers du peintre néerlandais Vermeer, notamment à travers l'œuvre La jeune fille à la perle, et il a en réalité observé, calculé les ombres, les reflets, les textures de l'œuvre originale pour tout simplement agrandir cette œuvre, hein, comme on le voit à l'écran. On a presque envie de lui dire de continuer, parce que c'est vraiment un univers qui en fait ne nous choque pas, parce que la machine a vraiment bien reflété l'univers de l'œuvre originale. C'est vrai qu'on s'est toujours demandé ce qui se cachait derrière justement ce visage et cette perle à l'oreille. Exactement, et donc ça fait partie effectivement du champ de cette intelligence artificielle générative. Autre possibilité justement d'intelligence artificielle, le fait qu'elle ne s'adresse pas qu'aux œuvres d'art d'ailleurs, mais qu'elle peut aussi aller beaucoup plus loin dans ses aspects créatifs. Oui, je voulais dire à tous ceux qui sont passionnés d'intelligence artificielle qu'il faut regarder toujours ce qui se passe chez OpenAI, notamment avec le programme GPT-3. GPT-3 a permis de créer en grande partie des poèmes, des romans avec le style d'auteur que vous allez lui souffler. Virginia Woolf par exemple, c'est assez intéressant. Et puis très récemment, il y a Jasper, c'est une application de rédaction assistée par ordinateur qui vient de lever 125 millions de dollars. On voit qu'il y a vraiment beaucoup d'imagination et beaucoup d'excitation chez les investisseurs en ce moment. Et on le rappelle notamment parce que c'était l'objet d'une de nos actus dans le club de l'actu de l'École du Futur il n'y a pas si longtemps que ça, ne pas forcément utiliser Playground d'OpenAI pour générer ses copies à distance et ses devoirs, parce que ça peut se voir au bout d'un moment. Des images en tout cas, Guillaume, qui peuvent
également influencer notre propre vision du monde. Oui, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on voit que certains passionnés d'actualité vont détourner un petit peu certaines images. On a vu par exemple Kim Jong-un, donc le leader de la Corée du Nord, qui devient dans ces images un DJ, bon pourquoi pas, et c'est assez intéressant. On a vu également un concours qui a été organisé sur Stable Diffusion, qui imaginait Vladimir Poutine dans un style comique, dessiné cette fois-ci en Batman. En comics. En style comics, dans le style comics. BD tout court d'ailleurs. Exactement. Ça, on le doit à Stable Diffusion. C'est un logiciel extrêmement libre, c'est-à-dire qu'il va fonctionner sur l'open source. C'est absolument génial parce que tout le monde peut s'approprier. Il y a très peu de filtres et en réalité, sans les filtres de sécurité, eh bien, on voit proliférer, il faut le dire quand même, des images parfois un peu osées, pas toujours de très bon goût, qui peuvent choquer en ce moment les internautes. Par exemple, un Poutine comique tout court, c'est choquant, je te le concède. C'est un exemple, en tout cas, de la liberté qui fait polémique également. On revient à la proposition de départ, des polémiques forcément qui naissent des ayants droit. Oui, alors le New York Times s'est intéressé à une soirée qui a été organisée par Stable Diffusion et notamment le créateur de Stable Diffusion qui s'appelle Enrad Mostake. Il a 39 ans et surtout il n'a pas de diplôme en intelligence artificielle. Il ne vient pas du milieu de la recherche comme c'est souvent le cas dans ce genre de logiciel. Il vient du milieu de la finance et lui il est extrêmement libertaire. C'est-à-dire que pour lui les adversaires c'est ce qu'on appelle les big tech, c'est notamment Google et Facebook qui vont utiliser toutes les données des internautes pour ensuite les guider. Lorsqu'il a prononcé ce discours, comme le raconte très bien le New York Times, il y avait Sergey Brin, donc le co-créateur de Google, dans la salle. Ça n'a pas été très apprécié par Sergey Brin. On imagine. Ce qui est très intéressant dans cette course en avant, c'est qu'il explique qu'on n'en est qu'au tout début. C'est qu'il explique qu'aujourd'hui, il s'appuie sur 5000 cartes graphiques très puissantes, avec notamment des super ordinateurs, qui va doubler ses capacités d'ici l'an prochain. J'ai envie de dire, laissons aller cette imagination, peut-être. Protégeons mieux, rémunérons les auteurs. Peut-être qu'il y a des problèmes d'intelligence artificielle qui permettront ça. Et puis surtout, il faut peut-être faire un peu attention à la consommation énergétique de toutes ces grandes machines. C'est pas très sobriété tout ça. Absolument, sobriété, on vous l'a dit, c'est vraiment le sous-texte de l'ensemble de cette année tech et éducation. Juline, on vous voit passionnée aussi par les technologies. Vous employez beaucoup d'outils tech différents, encore une fois, dans les méthodes et les outils que vous mettez au point pour la classe autonome. L'intelligence artificielle, c'est un outil qui peut aussi être approprié pour vous, pour justement aider peut-être aussi à mieux comprendre le monde qui les entoure pour ces adolescents, faire de l'éducation aux médias aussi, à l'esprit critique tout simplement. Oui, complètement. Mais moi, je cherche ce qui est efficace, en fait. Donc, je peux autant utiliser mon vieux bled de 1948 pour le français que de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, des applications numériques. Et effectivement, c'est très important de faire de l'éducation aux médias et à ce genre de technologie. Moi, j'ai un cours au CFA où on travaille vraiment sur les fake news, sur comment retrouver des choses sur Google. Et les élèves aiment vraiment beaucoup. Donc, mais malheureusement, c'est pas au programme. C'est un cours que je fais avec mes classes de chocolatiers qui ont déjà passé un CAP. Et j'aimerais vraiment que ça revienne au programme, qu'on puisse avoir vraiment du temps de faire de l'éducation aux médias. Parce que c'est un vrai enjeu de société aujourd'hui pour des jeunes qui naissent avec ces médias, en fait, et qui ne savent pas toujours comment les utiliser. Et ça peut créer des situations très, très compliquées, notamment le harcèlement à l'école, etc. Bien sûr. D'autant qu'effectivement, on voit bien avec toutes ces technologies, moi j'étais assez bluffé parce que j'ai pris certaines images pour de vraies photos, c'est-à-dire qu'on voit la frontière entre le vrai et le faux, avec le vraisemblable qui est extrêmement puissant, vraiment s'effacer. Oui, et moi quand je leur fais ce cours, je leur dis on peut tous être bernés, on peut tous se faire avoir. C'est pas un jugement de dire oh là là, vous êtes des jeunes donc vous ne savez pas voir les fake news. Ça peut tous nous arriver vraiment parce que la frontière, comme vous dites, est extrêmement de plus en plus fine, je trouve. Nejma, je vous raccroche à cette discussion parce que là aussi, sur les propositions que vous formulez sur cette plateforme Brio Concours, il y a aussi un accompagnement avec parfois des savoirs qui sortent peut-être un tout petit peu de la préparation au concours, mais qu'il est important que ces futurs professeurs et professeurs des écoles aient en main et en tête. Est-ce que l'éducation aux technologies et aussi la façon dont
ils et elles peuvent aider leurs très jeunes élèves à pouvoir débusquer ces fausses nouvelles, ces fausses informations. Ça fait partie aussi des briques de savoir que vous leur apportez. Absolument, tout à fait. Et je connais bien aussi effectivement ces fausses images qui circulent dans la mesure où en contrepoint de cette activité donc de formation des futurs professeurs des écoles, je suis chercheuse en littérature française du 19e siècle et spécialiste des médias et donc de la presse. Et on a beaucoup étudié dans différents ouvrages collectifs avec mon équipe montpelliéraine cette question des fake news dont on s'aperçoit en fait qu'elle n'est pas si récente. Alors bien sûr que les outils sont nouveaux, mais on avait déjà au 19e siècle tout un tas de hoax, de fausses informations, voilà, de canulars aussi. Et donc bien sûr qu'il y a une éducation justement aux médias qui est proposé dans la formation, dans la mesure où déjà c'est un objectif du programme du cycle 4, à la fois d'enseigner aux élèves en fait un objet d'étude qui s'appelle informer, s'informer et déformer. Donc voilà, c'est au cœur du programme, mais aussi effectivement dans le cadre de semaines de la presse qu'ils peuvent mettre en place à l'école, bien évidemment sensibiliser leurs futurs élèves à l'information et justement à pouvoir débusquer voilà, ces fake news. Donc voilà, et à faire la différence entre ces pratiques, parce qu'il y a des confusions qui se créent notamment par exemple entre une fake news et un canular, entre de la presse parodique comme le Gorafi et bien des médias qui justement désinforment. Donc voilà, c'est des thématiques qu'on aborde vraiment dans le cadre de ces exercices-là de réflexion, mais aussi justement pour leur future pratique enseignante. Et justement, ces nouvelles pédagogies, on continue à en parler avec vous, Nejma, bien évidemment, avec Juline, aussi ici sur ce plateau, et Guillaume. C'est la deuxième partie du talk tout de suite. Et oui, vous le savez, aujourd'hui, dans l'École du Futur, nous sommes ravis d'accueillir deux pédagogues qui ont su justement mettre leur nouvelle pédagogie en action. Juline Ancotin-Roux pour la classe autonome, Nejma Omari pour Brille au concours, Guillaume Grellet pour l'ensemble de son œuvre, j'ai envie de te dire. Non, moi je n'étais pas un très bon élève, mais là j'apprends plein de choses, c'est vachement intéressant. Alors justement, je le disais en ouverture de cette émission, il y a un an à peine, vous entriez dans le top 10, Juline, du Global Teacher Prize. Qu'est-ce que ce prix, ce parcours vous a apporté? Si on fait un retour sur l'événement un an après, est-ce que d'une part ça vous a permis de peut-être mieux expliciter le concept de la classe autonome et aussi d'avoir des témoignages de professeurs du monde entier? Ça a tout changé. Ça a tout changé, ça m'a donné une voix en fait pour parler de cette pédagogie et c'était le but. Parce que moi cette pédagogie, je l'ai vue naître il y a 4 ans et la première fois que je l'ai vue fonctionner devant mes yeux, je suis sortie de ma classe, je suis allée voir mes directeurs, j'ai dit venez voir, il se passe vraiment quelque chose. Et tous les journalistes qui sont venus filmer dans la classe me disent il se passe quelque chose dans cette classe. Donc je voulais en parler, sauf que qui va écouter un petit professeur de CFA de province qui n'a pas son CAPES? Moi je voulais la développer, la diffuser, mais c'était difficile et mon objectif c'était vraiment d'être un jour bien classé au concours du Global Teacher Prize pour pouvoir avoir cette voix. Et cette voix, aujourd'hui, je l'ai et j'essaye vraiment de diffuser cette pédagogie. Et effectivement, j'ai des retours qui me viennent de professeurs en France qui ont fait la même chose que moi, en fait, qui ont eu la même idée, la même intuition et qui me disent « mais moi aussi, je travaille comme ça depuis des années, c'est vrai que ça fonctionne ». Donc, on peut échanger, on se voit maintenant, en fait, on se contacte. J'ai des professeurs de l'étranger aussi qui m'ont contacté et qui sont très intéressés par la classe autonome. J'ai formé des professeurs en Espagne, je forme beaucoup en Belgique, là je vais aller former en Suisse, le Québec est intéressé aussi, le Luxembourg. Et c'est vrai que moi, je le voyais fonctionner dans mes classes, j'étais convaincue. Mais aujourd'hui, je le vois fonctionner dans les classes d'autres enseignants dans diverses matières. Et je suis encore plus convaincue. Et j'ai encore reçu un message il y a quelques jours d'une professeure qui m'a dit « mais ça m'a sauvée. J'étais à un point mort dans ma carrière, ça m'a redonné envie d'enseigner. Je ne travaille plus que comme ça, j'arrive pas à revenir à mon ancienne méthode. » Et j'en ai beaucoup des enseignants comme ça qui me disent « mais c'est incroyable ce qui se passe quand on passe quand on change de posture et qu'on passe à la classe autonome. » Mais c'est ce qui est formidable aussi, c'est le fait de se dire que non seulement ça change la vie de ses élèves, mais ça change aussi la vie des profs. Le fait d'avoir une nouvelle perspective sur sa façon d'enseigner, sur la façon dont on va pouvoir aussi percevoir la classe, ça permet de tout remettre en question. Mais cette question, elle ne pourrait pas être posée si des chefs d'établissement ne vous laissez pas la possibilité de pouvoir le faire. Aujourd'hui encore, dans le système éducatif français, vous parlez aussi des autres systèmes dans lesquels vous exportez la classe autonome, ça tient souvent au bon vouloir de ces chefs d'établissement.
Complètement. Complètement. Et moi, je remercie de tout cœur ma directrice qui a porté ce projet avec moi. Mais elle a dit oui. Elle me dit, j'ai rien fait. J'ai juste dit oui. Mais ce oui, il a tout changé. En fait, elle aurait dit non. Je ne serais pas ici. Et la classe autonome n'existerait pas. Et aujourd'hui, je plaide vraiment pour ça, pour que les chefs d'établissement laissent cette liberté à leurs enseignants de tester des choses, d'innover, d'avoir des pédagogies de projet. Et malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas le cas partout. Il y a des professeurs qui se sentent enfermés dans un système dans lequel ils n'ont pas cette liberté d'essayer des choses. Et c'est quelque chose qu'il faudrait encourager, qu'il faudrait vraiment changer. Pour vous, c'est ce qui manque fondamentalement aujourd'hui dans le parcours d'enseignement des professeurs, le fait d'avoir peut-être plus, là aussi, quand on parle de classes autonomes, d'autonomie eux-mêmes et elles-mêmes pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir aussi travailler, c'est vrai, sur de la matière vivante, ce sont ces élèves, mais pouvoir aussi progresser au fur et à mesure avec elles et avec eux. Oui, mais pour moi, il manque deux choses, foncièrement. C'est effectivement cette liberté pédagogique. On nous parle de liberté pédagogique, mais en fait, elle n'est pas réelle si le chef d'établissement ne donne pas les moyens de le faire, ou le rectorat, ou autre. Hein. Et la deuxième chose, pour moi, qui est fondamentale, et je pense que Nejma sera d'accord avec moi, c'est la formation des enseignants. On ne peut plus envoyer un enseignant dans une classe en lui disant simplement, tu as un master de lettres, tu peux enseigner la dissertation à un élève de seconde. C'est absolument pas possible, en fait. Il faut que les professeurs apprennent la méthode, les pédagogies, différents types de pédagogies, et qu'ils choisissent ensuite celles qu'ils ont envie de faire à tel ou tel moment. La classe autonome, c'est pas la bonne voie à suivre, c'est une pédagogie parmi d'autres qui est efficace et qu'on peut utiliser. Moi, je ne fais pas que de la classe autonome, par exemple. Mais non, la formation des enseignants, apprendre à quoi faire quand on a un élève dyspraxique en face de soi, apprendre la psychologie, apprendre la discipline positive, la pédagogie, comment gérer un conflit, comment gérer la violence, comment gérer des adolescents, c'est quoi la psychologie d'un adolescent, et tout ça, aujourd'hui, c'est pas complètement absent, mais ce n'est pas assez important. On met encore trop la connaissance, la matière pure. Et c'est quelque chose si on compare avec l'étranger, en France, vous demandez à quelqu'un pourquoi il est devenu professeur, il va vous dire mais parce que j'aime le français, parce que j'aime les maths, parce que j'aime l'histoire. Ouais. Vous allez en Finlande, vous demandez pourquoi vous êtes devenu professeur, il va vous dire parce que j'aime les enfants, parce que j'aime les jeunes. Et forcément, la différence de prisme change tout. Nejma, en effet, vous allez forcément être d'accord avec Juline sur ce point-là, parce que c'est une des raisons qui vous ont poussé justement à développer cette plateforme. Vous étiez vous-même enseignante formatrice dans des organismes privés de formation pour ces candidats et candidates au concours de professeurs des écoles. Et à un moment donné, vous avez dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Il y a quelque chose qu'on peut apporter en plus, en tout cas, avec cette pédagogie, notamment à distance et en streaming. Absolument, parce que le constat, il a été double. Hein. D'abord, effectivement, moi, je viens de l'enseignement public, donc j'ai pu constater effectivement déjà des dysfonctionnements dans la formation des masterants à l'université par manque de moyens. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Juline. Effectivement, la liberté pédagogique, elle est inscrite dans la loi, mais encore faut-il les moyens pour mettre en place tout un tas de choses. Voilà, c'est souvent aux frais aussi de l'enseignant, parce que ce sont des outils aussi qui peuvent coûter cher. Donc voilà, le constat déjà dans l'enseignement public de défaillance, de dysfonctionnement, et aussi d'une sorte quand même des déterminismes sociaux, parce que moi, les étudiants de licence 3, de lettres modernes que j'avais en face de moi, eh bien, ils avaient de grandes difficultés déjà en langue française, alors même qu'ils allaient se destiner à être justement ensuite à passer les concours de l'enseignement. Donc voilà, une envie forcément de changer les choses, et donc de s'attaquer finalement à la source, et donc à la formation des enseignants du premier degré qui vont justement former les élèves de demain, les citoyens du futur. Et donc voilà, avec d'autres tentatives dans l'enseignement privé, mais voilà, où j'ai rencontré mon associé Stéphane, qui lui a fait toute sa carrière du coup en REP+, hein, dans l'éducation nationale, et du coup qui cherchait aussi des moyens de pouvoir pallier ces dysfonctionnements. Et voilà, dans les structures dans laquelle on s'est rencontrés, on n'était pas tout à fait alignés effectivement à la fois avec les méthodes, mais aussi et surtout on n'avait pas en fait les moyens de pouvoir accorder un accompagnement un petit peu plus individualisé et d'accès aussi, parce que quand on pense passer un concours, on va penser se former aux maths, se former au français, se former à l'histoire géo, mais passer un concours, c'est beaucoup plus que ça. Et souvent ça implique un accompagnement émotionnel, psychologique. Donc on a des intervenants
des psychologues, des sophrologues, qui aident aussi ces candidats à prendre confiance en eux. Donc, il y a ce volet-là. Et puis après, il y a une grande exigence à avoir parce que, eh bien, malheureusement, actuellement, il y a une politique d'austérité qui est menée à l'égard des enseignants. Donc, on a beaucoup de recrutement par job dating, de contractualisation massive de notre profession. Donc, voilà, la formation n'est pas adaptée. Les moyens, en fait, sont pas mis au service des enseignants pour pouvoir ensuite, eh bien, avoir les outils pour être sur le terrain. La question des contractuels, elle est fondamentale aussi, Juline, parce que, encore une fois, c'est une des façons dont vous êtes entrée vous-même dans l'éducation nationale et que vous avez pu aussi faire changer de l'intérieur. Est-ce que finalement, aujourd'hui, quand on a, notamment comme dans cette rentrée scolaire 2022-2023, un recours massif aux contractuels parce qu'on n'arrive pas à former le bon nombre d'enseignants et d'enseignantes, c'est forcément si dommageable que ça. Si on leur accordait plus de temps pour pouvoir aller chercher les bons contractuels qui ont envie de rejoindre ce système scolaire, est-ce que c'est le temps qui est la clé pour réussir à mieux former, à mieux attirer les talents ? C'est une question extrêmement complexe parce qu'effectivement, moi, quand j'ai vu tout le débat que se faisait autour des contractuels, je me disais, bah oui, mais moi, je suis rentrée comme ça, quoi. Je suis autodidacte. Enfin, j'ai appris sur le terrain. Et je dis toujours, s'il y a des personnes qui aujourd'hui ont envie d'aller dans l'enseignement, laissons-les essayer, en fait. Vraiment, s'ils ont cette motivation, cette volonté de le faire à une époque où on voit que c'est plus le cas, on peut les laisser essayer. Après, effectivement, par rapport à la formation, toute la critique qui a été faite autour de « ouais, mais ils n'ont qu'une formation de 4 jours », bah oui, mais regardez la formation qu'ont aussi ceux qui ont fait le master et qui ont passé les concours. Ils ont une formation sur la connaissance, encore une fois. La pédagogie, moi, quand je parle de pédagogie, Montessori, dans les professeurs que je forme, j'ai 70% des professeurs qui ont 10, 20, 30 ans de métier qui me disent « je ne connais pas ». Ils ne connaissent pas la pédagogie. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur le tas, en fait, qu'on essaye, qu'on fait. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il y a une formation à revoir. Elle va dans le bon sens. Hein, la réforme qui a été faite, là, où on a mis plus de professionnalisation, ça va dans le bon sens, mais pour moi, c'est pas encore assez. Où est la pédagogie, où est la psychologie, les sciences cognitives, les neurosciences? Demandez à un professeur, vous allez à la sortie d'un lycée, vous demandez au professeur comment fonctionne le cerveau. Comment fonctionne un cerveau qui apprend? Moi, quand j'ai débuté, je ne savais pas. Et il y a beaucoup de professeurs qui ne savent pas encore. C'est dommage. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur le cerveau. Mais c'est vrai que c'est passionnant. Complètement. On est au début des avancées sur le cerveau. Demandez à Grégoire Borst, qu'on reçoit très souvent ici. Ça devrait être la base. Ça devrait être vraiment le socle. Et après, le français, les mathématiques, l'histoire, bien sûr que c'est important. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut l'enlever. Bien sûr, il faut les garder. C'est très important, la formation. Mais oui, si les contractuels veulent essayer, il faut les laisser essayer. C'est un métier magnifique. Des savoirs au savoir-faire, ces nouvelles pédagogies qui justement sont mises en place par ces enseignants, ces enseignantes. On a reçu 2 absolument majeurs aujourd'hui sur ce plateau. Juline Anquetin-Rault, merci infiniment d'avoir fait un tour par le plateau de l'École du Futur. Nejma Omari, merci de nous avoir accueillis dans votre studio à Montpellier, d'où vous émettez notamment les cours pour Brille au concours, votre plateforme qui poursuit sa mission pour les candidats et les candidates au concours du professeur des écoles pour cette année 2022-2023. Et merci comme toujours à Guillaume Gralet pour avoir été à mes côtés. Je vous retrouve dès demain dans un nouvel épisode de l'École du Futur.